Commençons par une expérience de pensée, une bataille. Imaginez deux entrepreneurs. Ils sont sur une scène, ils vendent exactement le même produit. Disons, une nouvelle marque de café équitable. Le produit est identique, le prix est identique, le goût est identique. Le premier entrepreneur, appelons-le Marc, s'avance. Il a des graphiques, il a des chiffres, il est précis. Il dit « Notre café est un arabica de haute altitude, cultivé à 1200 mètres, il a un taux d'acidité de 4,5%, nous payons nos producteurs 15% au-dessus du prix du marché, notre emballage est 100% recyclable et notre logistique est optimisée pour réduire l'empreinte carbone de 12%. » C'est factuel, c'est impressionnant, c'est rationnel. La deuxième entrepreneuse, appelons-la Sarah, s'avance. Elle n'a pas de graphique, elle a une photo. Une photo d'elle, les mains dans la terre, à côté d'un vieux fermier colombien au visage buriné par le soleil. Elle dit « Il y a 3 ans, j'ai tout quitté. J'étais cadre, je gagnais bien ma vie, mais je me sentais vide. Je suis parti en Colombie pour me retrouver. Là-bas, sur un petit chemin de montagne, j'ai rencontré Matteo. Matteo cultive le café comme son père et son grand-père le faisaient, mais Matteo allait faire faillite, écrasé par les géants de l'agro-industrie. J'ai goûté son café, c'était le meilleur que j'ai jamais bu. Il avait le goût de la survie et de la passion. Ce jour-là, j'ai fait une promesse à Matteo. Je vais faire connaître ton travail au monde et on va sauver ta ferme ensemble. Ce paquet que vous tenez, ce n'est pas du café, c'est la promesse que j'ai tenue à Matteo. Qui gagne? Qui vend le plus? De qui allez-vous vous souvenir demain matin au réveil? Il n'y a pas de match. Sarah gagne par KO au premier round. Marc a parlé à votre cortex préfrontal, la partie logique de votre cerveau. Il vous a donné de l'information. Vous avez analysé, comparé, jugé. Sarah a parlé à votre système limbique, le siège de vos émotions. Elle vous a donné une histoire. Vous avez senti, vibré, adhéré. Dans cette première vidéo, nous allons comprendre pourquoi. Pourquoi, dans un monde saturé de technologie et de data, l'histoire reste l'arme de persuasion massive ultime. Nous allons voir que ce n'est pas un hasard culturel, c'est une nécessité biologique. Nous allons explorer la mécanique du cerveau narratif. Et pour finir, nous analyserons le coup de maître absolu du storytelling moderne, la campagne qui a sauvé Apple de la faillite, non pas en vendant des ordinateurs, mais en vendant de l'identité. 1. La biologie du récit. Survivre par l'histoire. Pour comprendre la puissance des histoires, il faut remonter loin, très loin. Il faut revenir à l'époque où nous vivions dans des grottes, où la nuit était noire et terrifiante et où la mort rôdait derrière chaque buisson. À cette époque, l'information brute ne servait à rien. Dire « il y a un tigre à dents de sabre à 300 mètres, densité de population 1 tigre au kilomètre carré », c'est une donnée, c'est froid, ça ne déclenche pas une réaction de survie immédiate. Mais raconter, hier Pierre est allé près de la grande pierre grise, il n'a pas regardé en l'air, une ombre a bondi, on a entendu un craquement, Pierre n'est plus revenu, n'allez pas près de la grande pierre grise. Ça, c'est une histoire, et cette histoire contient un protagoniste, Pierre, une action, aller près de la pierre, une conséquence émotionnelle, la mort, la peur, une leçon de survie, danger. Notre cerveau a évolué pendant des centaines de milliers d'années pour privilégier ce format. L'histoire est un simulateur de vol pour la vie. Elle nous permet de vivre l'expérience du danger sans en subir les conséquences physiques. Elle nous permet d'apprendre des erreurs des autres. Ceux qui écoutaient les histoires ont survécu. Ceux qui les ignoraient ont été mangés. Nous sommes les descendants des conteurs et des auditeurs. C'est pour cela que les histoires ne sont pas un divertissement pour notre cerveau. Elles sont un mode de traitement de l'information prioritaire. Quand quelqu'un dit « laisse-moi te raconter une histoire », votre cerveau reptilien se réveille. Il se dit « attention, information vitale potentielle, écoute ». À l'inverse, quand quelqu'un commence par « voici le sommaire de ma présentation en 3 points », votre cerveau se met en veille. Il sait qu'il n'y a pas de danger immédiat ni d'émotion forte. Il économise son énergie. 2. La neurochimie de la persuasion. Que se passe-t-il concrètement dans votre tête quand vous écoutez une bonne histoire? Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. Si je vous donne une liste de faits, seules 2 petites zones de votre cerveau s'activent, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Ce sont les zones du décodage du langage. Votre cerveau traduit les symboles en sens. C'est tout. C'est froid. C'est passif. Mais si je vous raconte une histoire sensorielle, le jus de citron acide coulait sur son menton, ses mains tremblaient de froid et l'odeur de la poudre à canon remplissait l'air, là, c'est un feu d'artifice. Votre cortex sensoriel s'allume. Votre cerveau ne fait pas la différence entre entendre l'histoire et vivre l'histoire. Vous goûtez le citron, vous sentez le froid, vous sentez la poudre. Vous êtes transporté.
Et surtout, votre cerveau libère un cocktail chimique puissant. La dopamine, créée par le suspense et la curiosité. Que va-t-il se passer ensuite? La dopamine focalise votre attention et améliore votre mémoire. Vous retenez 20 fois mieux une histoire qu'un fait. L'oxytocine, c'est l'hormone de l'empathie, de l'attachement, de la confiance. Elle est libérée quand vous vous identifiez au héros, quand vous ressentez ses émotions. C'est cette hormone qui vous donne envie d'aider, de participer, d'acheter. Le cortisol, l'hormone du stress libérée lors des moments de tension dans l'histoire. Elle vous tient en éveil. C'est ce qu'on appelle le couplage neuronal. Les ondes cérébrales de la personne qui raconte l'histoire et celles de la personne qui écoute se synchronisent. Ils vivent la même émotion au même moment. C'est la forme ultime de la communication. Quand vous racontez votre histoire d'entrepreneur, vous ne transmettez pas des données. Vous installez votre vision, votre émotion directement dans le cerveau de votre interlocuteur. Vous le forcez à voir le monde à travers vos yeux. C'est pour cela que les faits ne suffisent pas. Les faits donnent raison, les histoires donnent envie. Et dans le commerce, c'est l'envie qui signe le chèque. 3. Le créateur de sens dans le chaos. Il y a une autre fonction vitale de l'histoire, particulièrement pertinente après notre module sur le chaos. Le monde est chaotique, il est bruyant, imprévisible, effrayant. L'être humain a une peur panique du hasard. Il a besoin de sens, il a besoin de croire qu'il y a une logique, une direction, une cause et un effet. L'histoire est l'outil que nous utilisons pour mettre de l'ordre dans le chaos. Une histoire est une sélection de faits organisés dans un ordre précis pour aboutir à une conclusion morale ou pratique. Situation initiale, ordre, éléments perturbateurs, chaos, péripéties, lutte, résolution, nouvel ordre. En tant qu'entrepreneur, vous êtes un créateur de sens. Votre client vit dans le chaos, il a un problème, une douleur, une frustration, il est perdu. Votre histoire lui propose un chemin. Elle lui dit « Je comprends ton chaos, je l'ai vécu et voici le chemin vers l'ordre ». Si vous ne racontez pas d'histoire, vous n'êtes qu'un vendeur de plus qui ajoute du bruit au chaos. Si vous racontez une histoire, vous devenez un guide, vous devenez celui qui tient la lanterne. Étude de cas, Apple et les Crazy Ones. Pour illustrer la puissance dévastatrice du storytelling face à la logique pure, il n'y a pas de meilleur exemple que la renaissance d'Apple en 1997. Remettons-nous dans le contexte. En 1997, Apple est au bord de la faillite. L'entreprise est à 90 jours de ne plus pouvoir payer ses employés. Microsoft domine le monde avec Windows 95. Dell vend des PC pas chers. Les ordinateurs d'Apple sont chers, incompatibles avec le reste et n'ont pas beaucoup de logiciels. Sur le papier, rationnellement, Apple est mort. Michael Dell déclare même publiquement « Si j'étais à la place de Jobs, je fermerais la boîte et je rendrais l'argent aux actionnaires ». Steve Jobs revient aux commandes. Que fait-il ? Est-ce qu'il lance une campagne de publicité pour dire « Nos processeurs sont plus rapides » ? Est-ce qu'il baisse les prix pour s'aligner sur Dell ? Est-ce qu'il parle de gigaoctets, de ports USB, de résolution d'écran ? Non. Il fait quelque chose de totalement irrationnel. Il lance la campagne qui ne montre aucun ordinateur. Pas un seul. Pas de clavier, pas d'écran, pas de souris. Rien. Il lance la campagne Think Different. Des photos en noir et blanc, Einstein, Gandhi, Martin Luther King, Picasso, Maria Callas, Bob Dylan. Des génies, des rebelles, des marginaux, des gens qui ont changé le monde. Et une voix off, celle de Richard Dreyfuss, mais écrite par Jobs, qui récite un poème « Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers » à ceux qui sont fous, aux marginaux, aux rebelles, aux fauteurs de troubles. Quel est le message? Quelle est l'histoire? L'histoire n'est pas « acheter un Mac, c'est une bonne machine de bureau ». L'histoire est « tu te sens différent, tu te sens à l'étroit dans ce monde conformiste, tu as envie de créer, de bousculer les choses, alors tu es des nôtres, nous sommes ta tribu ». Ces génies sur les photos, ils auraient utilisé un Mac. Steve Jobs n'a pas vendu un outil informatique, il a vendu une identité, il a vendu de l'appartenance. Il a dit « il y a eux, les gris, les tristes, les utilisateurs de Windows, et il y a nous, les créatifs, les rebelles, les utilisateurs d'Apple ». Le résultat, c'est l'un des retournements les plus spectaculaires de l'histoire du business. Les gens ne se sont pas mis à acheter des Macs parce qu'ils étaient meilleurs techniquement, ils ne l'étaient pas encore. Ils les ont achetés parce qu'ils voulaient être ce genre de personnes, ils voulaient faire partie de l'histoire. Apple a cessé d'être une marque d'électronique pour devenir une religion laïque. Et tout cela sans parler du produit, juste en racontant une histoire sur qui est le client. Conclusion, vous ne vendez pas un produit, vous vendez une meilleure version de votre client. Quelle est la leçon pour vous aujourd'hui? Vous n'êtes pas Apple, vous n'avez pas le budget pub de Steve Jobs, mais le principe est le même. Arrêtez de penser que votre produit se vendra parce qu'il est bien. La qualité est un prérequis, pas un argument de vente.
Ce qui vend, c'est l'histoire que le client se raconte à lui-même en achetant votre produit. Si vous vendez un logiciel de comptabilité, ne vendez pas la saisie automatique des factures. Racontez l'histoire de la fin de l'angoisse du dimanche soir. Racontez l'histoire du chef d'entreprise qui retrouve sa liberté et qui peut enfin passer du temps avec ses enfants au lieu de classer des papiers. Vendez-lui le héros qu'il va devenir, un gestionnaire serein, pas l'outil qu'il va utiliser. Si vous vendez des vêtements éthiques, ne vendez pas juste du coton bio. Racontez l'histoire de la résistance contre la fast fashion. Racontez l'histoire de l'élégance responsable. Faites de votre client un activiste du beau. Votre histoire est le pont entre votre produit, le réel, et le désir de votre client, l'imaginaire. Sans ce pont, personne ne traverse. Maintenant que vous avez compris pourquoi les histoires sont vitales, nous allons voir comment construire la vôtre. Car une bonne histoire ne se raconte pas n'importe comment. Elle a des fonctions précises, elle doit servir des objectifs stratégiques. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les 3 fonctions vitales que votre récit doit remplir pour transformer votre business. Clarifier, différencier, mobiliser.